Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour parler notamment du dossier du jour, mais on parlera aussi des réactions de nos téléspectateurs et de l'actualité de notre invité. Marie-Angèle, commençons par le dossier du jour. Quels sont les enjeux de la prochaine élection présidentielle au Mali? Et la réponse dans notre dossier du jour spécial politique. Alors, depuis la chute du président Moussa Traoré en 1991, le Mali est devenu un modèle de démocratie en Afrique. Le président Amadou Toumani Touré achève son second mandat au mois de juin 2012. Qui lui succédera à la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest? Mali, la démocratie en marche. C'est un dossier de Guillaume Durand, notre envoyé spécial, qui s'est rendu, bien sûr, au Mali, avec la voix de Viviane Forson. Le 12 juin 2011 dernier, à l'occasion du 9e anniversaire de son investiture à la présidence de la République, le chef de l'État malien Amadou Toumani Touré a promis d'installer son successeur au lendemain de la présidentielle de 2012. Conformément à la constitution du Mali, Amadou Toumani Touré achèvera son second et dernier mandat et se dit déjà prêt à céder la place à l'un des nombreux prétendants à la présidence. J'ai fait un coup d'État pour aller au pouvoir. J'ai été 2 fois élu démocratiquement. Je ne suis pas le seul Malien, je ne suis pas le président. Si je dois partir, je m'en irai. Et la tête haute, c'est ce que je souhaite. Donc rien, aucun artifice, rien et personne. Maintenant, s'ils ne sont pas prêts, c'est leur problème. Moi, ça, là où je serai prêt pour l'investir du président. Tous les partis n'ont pas encore désigné leur candidat à la magistrature suprême, mais quelques-unes des personnalités les plus influentes du pays, parmi lesquelles Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïla Cissé, Modibo Sidibé, Dioncounda Traoré, Oumar Mariko ou encore Cher Modibo Diarra devraient prendre part à cette élection. Contrairement aux élections présidentielles de 2002 et de 2007, où le jeu politique a plaidé naturellement en faveur du président ATT, difficile de pronostiquer l'issue du scrutin d'avril 2012. Pour Cher Moudakari Traoré, fils de l'ancien chef de l'État Moussa Traoré et lui-même candidat à la présidence, la présence de ses habitués de la politique devrait élever le débat. Cette fois-ci, il y aura un vrai débat au Mali. Déjà, on a un candidat venant de l'ADEMA, on a un candidat venant du parti Sadi, on aura un candidat sûrement venant du RPDM, de l'USRDA et d'autres partis. Donc je pense que cette fois-ci, il y aura un vrai débat et cette fois-ci, les choses seront claires. Même son de cloche du côté d'Ibrahim Boubacar Keïta, ancien Premier ministre et président du RPM, Rassemblement pour le Mali. Chacun a son projet, chacun a sa personnalité, chacun a son identité, chacun, devant les Maliens, est une réalité incarnée. Alors donc, la mienne est ce qu'elle est, mon parcours est ce qu'il est, mon cursus honorum est connu, et je pense qu'il appartiendra aux Maliens le moment venu de faire le choix. À moins d'un an de l'élection présidentielle, les Maliens ne savent pas encore exactement avec quel fichier électoral les opérations de vote vont se dérouler. D'un côté, le RAS, le fichier tiré du recensement administratif à caractère électoral. C'est un fichier informatisé qui a servi à organiser les élections générales des 10 dernières années au Mali, mais dont la fiabilité pose problème aujourd'hui. Soumaïla Cissé, candidat de l'URD, prône pour une version améliorée de ce fichier. Donc, ce que nous avons demandé, c'est d'avoir un fichier consensuel. Je crois qu'il faut que les élections au Mali se passent sur la base d'un fichier que l'ensemble de la classe politique approuve. Je crois que les deux propositions ne sont pas entièrement antagonistes. Dans chacune des propositions, il y a des difficultés, il y a des avancées. Il y a ce qu'on aurait pu souhaiter d'avoir un fichier le plus propre possible, le plus crédible possible. Mais il y a aussi la réalité qui est là. Je crois que nous sommes un peu dans un juste milieu pour qu'avec le gouvernement et l'ensemble de la classe politique, on trouve la solution la plus idoine. De l'autre côté, il y a un fichier électoral biométrique attiré du recensement administratif à vocation d'état civil, le RAVEC, onéreux et pas encore au point, mais soutenu par une quarantaine de formations politiques. Moi, je veux une liste électorale qui tienne en compte la biométrie. Que ce soit le RAVEC, ça ce serait très complet, ou bien quelque chose d'intermédiaire, où on prendrait simplement l'identité des gens avec leurs photos et leur empreinte digitale, et on considère une banque de données sur cette base. Il est temps, après 50 ans d'indépendance, que dans nos pays en Afrique, que les gens puissent élire, n'est-ce pas, la personne de leur choix. Techniquement parlant, ça prend probablement beaucoup plus de temps et plus d'énergie d'essayer de corriger
quelque chose qui a autant d'insuffisance que juste de commencer à faire une base de données nouvelle. Si pour beaucoup le président Amadou Toumani Touré a posé les jalons du développement au Mali, beaucoup reste à faire. Les 10 ans, physiquement le pays a changé, ça, comme je l'ai dit au début, physiquement ça a changé. Parce que le développement n'est pas aussi ce que nous voulons, peut-être les hommes, le changement, mais physiquement le pays a changé. Il y a de belles routes, les infrastructures dans les services publics sont là, des écoles, il en a construit, des centres, des maternités, il en a construit, les routes, il y en a, tout ça c'est le développement. Mais peut-être est-ce que l'objectif de développement est atteint par ça seulement? Puisque le mal à tout ça, c'est les ressources humaines. Ça, il faut obligatoirement les ressources humaines. Il a fait de son mieux, parce qu'avec le problème de la pêche, le problème de volontariat, les petits projets que la BMS, la BMS donne aux gens, bon, tout ça a un peu diminué. Mais cela n'a pas suffi. Je crois que toujours il y a un problème de chômage qui est là au Mali, c'est sûr. Bon, vraiment, de 10 ans pour ATT là, ils ont bien travaillé. Hein? Et vraiment, tout le monde était satisfait. Hein? Il a fait de bonnes choses au Mali. Si on trouve présent encore comme ATT, vraiment Mali là, ça va avancer beaucoup. Comme les ambassadeurs dans des pays que les Mali, on ne s'attendait pas, les femmes, je ne peux pas dire qu'ils étaient discriminés, mais en quelque sorte, les femmes n'avaient pas aussi de cette potentialité. On ne leur donnait pas ce genre de faveur. Maintenant, les femmes sont nommées comme les ambassadeurs, comme les premiers ministres. Donc, on s'est dit que ATT est venu pour donner l'opportunité à toute personne de montrer tes capacités, montrer ta vraie volonté de vivre, de quoi tu sais faire. Autant d'aspects qui devraient participer à l'enracinement de la démocratie dans le pays. Monsieur Ahmed Ouellet, je me tourne vers vous, puisqu'on a la chance de vous avoir sur le plateau, vous êtes malien. On a suivi, vous avez suivi, les Maliens disent, il a bien travaillé, physiquement le pays a changé, il a fait la promotion des femmes. Qu'est-ce que le futur président peut faire de mieux que le président Amadou Toumani Touré a fait au Mali? Déjà corriger ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été fait. Physiquement, Bamako a changé, le pays a changé physiquement. Et moi j'aime bien ce mot physiquement, mais et socialement, le Mali a-t-il aussi changé que physiquement? Moi je me pose des questions, économiquement parlant. Il y a eu la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures, oui, mais le fondement même du développement, notre développement, il se fonde sur quoi aujourd'hui? Pendant les 10 ans du président Touré, quelle est la part, qu'est-ce qu'on a créé comme richesse au Mali? Même si on dit qu'on a construit des routes, on a construit des écoles, mais qu'est-ce que nous-mêmes Maliens nous avons fait? Nous avons produit quelle richesse? Est-ce que ça a été toujours l'éternel appui des Occidentaux, l'éternel endettement? C'est les Occidentaux qui ont fait que le Mali ait atteint pratiquement 6% de taux de croissance en 2011? Non, ça c'est pas les Occidentaux. Mais en même temps, si on veut aller au fond aussi, qu'est-ce que c'est que 6% de taux de croissance réellement au pays? Parce que moi, je me détache de ces chiffres-là, je regarde la population, je regarde la société, ce qui se passe. Quand on dit qu'on a construit beaucoup d'écoles, c'est très bien, mais en même temps, il n'y a pas d'école au Mali, il n'y a pas de classe. La preuve, c'est que l'année dernière, ils ont été obligés de fermer les écoles. Est-ce qu'on doit commencer par construire des belles salles de classe, où il faut avoir une bonne formation pour les enseignants, ou il faut avoir un bon programme adapté à notre réalité? Tout cela va ensemble. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'arrête à la réalisation physique du pays. Il faut une construction sociale. Il faut construire le Mali de façon sociale et remettre le Mali sur la route, mais à partir de l'initiative, à partir de l'énergie des Maliens. Sinon, c'est l'éternelle question. Après lui, on a toujours vu ça en Afrique. Après ces 10 ans, on va évaluer maintenant. Lucien, cette fois-ci, il y aura un vrai débat, ça on l'a entendu dans le reportage. Selon vous, est-ce que Amadou Toumani Touré, le président, a préparé justement l'ouverture démocratique au Mali? Il a préparé l'ouverture démocratique, d'abord parce que c'est lui qui a favorisé la transition démocratique, c'est lui qui a été à l'origine de la chute de M. Moussa Traoré. Il aurait pu profiter de cet instant pour rester au pouvoir. Il a permis à Alpha Konaré d'être président. Il a attendu, il est devenu lui-même président. Et puis, comme on le voit souvent dans certains pays africains, il aurait pu trouver un artifice constitutionnel pour continuer à rester au pouvoir. Il l'a dit, il a déclaré « je m'en vais ».
Alors, je crois qu'il faut saluer d'abord l'homme politique. M. Ouellet pose un certain nombre de problèmes, de problématiques importants, mais il a fait ce qu'il a pu, et je pense que l'ouverture démocratique est quelque chose de fondamental. Que ceux qui viennent maintenant se saisissent de cette ouverture démocratique pour installer le véritable débat. C'est quoi ce véritable débat? Le véritable débat concernant la production, comment on réduit la rareté, comment on organise la production. Le Mali est essentiellement un pays agricole. Et pour un pays agricole, il faut le féliciter quand même, parce qu'on sait qu'il y a des pays pétroliers en Afrique qui n'ont pas les infrastructures que le Mali a mis en place, qui n'ont pas ces côtés des infrastructures et logistiques. Partagez au moins ce point de vue, M. Ouellet. Je partage ça, mais ce que moi je dis, on ne peut pas nous imposer de nous contenter du peu, en fait. Voilà. Et moi, je pense qu'on pourrait, pendant 10 ans, pendant les 20 ans, d'ailleurs, je vais plus loin que ça, pendant les 20 ans de la démocratie au Mali, on aurait pu faire mieux que ce qui a été fait. Et pendant les 10 dernières années, est-ce qu'on... Pendant les 10 dernières années, il y a eu... Par exemple, quand on parle d'agriculture, et moi, je suis d'accord qu'avec ATT, on a eu une première politique agricole au Mali. C'est avec lui qu'on a vu ça. Mais sauf que dans la gestion de cette politique-là, notamment sur la politique rizicole, on a vu qu'est-ce que ça a donné. Ce n'était pas la politique qui était en cause, mais c'était la façon de gérer les politiques. C'est cet éternel affairisme qui existe dans l'État malien, donc qui donne sur une corruption extraordinaire au Mali, dont on n'en a jamais connu dans le passé. Donc, un dernier point, M. Ouellet. On a vu dans le reportage aussi qu'il y a des dissensions concernant le fameux fichier électoral. Est-ce que vous pensez que pour établir une transparence, il faut forcément passer par le biométrique? Alors, pas forcément. Je veux dire, par là, il faut être clair. Il ne faut pas que les différents candidats à l'élection présidentielle profitent de ce que j'appellerais cette faiblesse pour l'instant du moment, pour créer des précédents, pour créer des troubles politiques. Le Mali est installé sur les rails de la démocratie. Le Mali a montré au reste de l'Afrique, a montré au reste du monde qu'il était capable, avec ses moyens limités, de faire en sorte que l'alternance soit possible. J'ai bien peur que les hommes politiques, alors on les a tous entendus dans le reportage, profitent de cet instant-là pour dire qu'on ne peut rien faire et installent le Mali dans une situation de trouble politique. En tout cas, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas absolument souhaiter. Mais bien sûr, les fichiers biométriques sont absolument indispensables. Monsieur Ouellet ? Sur la question du fichier, moi je dis que ça peut peut-être choquer, mais c'est un faux problème. C'est un faux problème. Parce que pourquoi les élections de 2002 ont été reconnues partout que ça s'est bien passé. Pourtant, ça s'est passé sur un fichier qu'on connaît. Mais comment aujourd'hui on se retrouve 5 ans après à dire qu'on ne peut pas faire un vote sur un fichier? C'est impossible. On a la capacité aujourd'hui d'avoir un fichier. Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas ça. Un peu d'interactivité maintenant, Marie-Angèle. Alors, nos téléspectateurs sont nombreux à vouloir réagir sur nos réseaux sociaux. Alors, nous avons sélectionné une réaction, en particulier aujourd'hui, celle de Cheikh Khalil Koulibaly de Bamako, dont les propos sont assez tranchés. Alors, il nous dit « On attend tout du futur président malien, dans la mesure où notre pays manque du minimum vital. La santé, l'éducation ne sont pas à la hauteur, car depuis bientôt 20 ans, le Mali n'a pu avoir une année scolaire normale. Alors le futur président doit revoir tout cela afin de mettre le pays sur le chemin du développement. » Quand même, Lucien, le Mali, c'est aussi un peu la télémédecine, il y a quand même des éléments concrets qui prouvent que le pays ne va pas si mal que ça. Oui, il y a des avancées, mais vous savez que tout être humain est toujours pressé, on veut avoir tout en même temps, c'est quasiment impossible. Je crois que le Mali montre l'exemple. Ce que doivent faire les hommes politiques qui veulent accéder, qui veulent succéder à M. Toumani Touré, c'est de mettre en place un programme qui, à la fois, continue son œuvre sur le plan de l'ouverture démocratique ou de la démocratie politique, mais qu'ils apportent une valeur ajoutée au niveau du développement économique, au niveau de la production, au niveau de la création des activités, au niveau de la création des emplois. Voilà ce que l'on attend d'eux. Il ne faut pas qu'ils profitent, je dirais, de la fameuse problématique du fichier électoral pour ne rien faire et pour ne s'accrocher qu'à ces problèmes-là qui risquent encore de retarder le Mali. Alors l'invité de cette émission a lui aussi des thèmes qui lui sont chers et qu'il souhaite développer. Son interview débute dans quelques secondes.
Alors, notre invité est chercheur en sciences politiques. Il a été membre d'une association qui s'appelle Autre Monde. Et il est également membre du parti politique CAR, c'est-à-dire la Convergence africaine pour le renouveau. C'est le parti de Cheikh Boukadri Traoré, qui est donc l'un des candidats à la future présidentielle au Mali. Alors, comment est-ce qu'on peut être à la fois chercheur en sciences politiques et membre d'un parti politique? Ah, ben voilà. Parce que moi, je suis parti du fait que on dit, je dis, il manque de la réflexion sur la politique dans nos pays en Afrique. On ne réfléchit pas assez sur des questions politiques. Parce qu'on se contente des solutions importées d'ailleurs, ou des solutions faciles. Et quand on dit ça, et quand on dit qu'on va faire de la recherche, mais je me détache de la politique, je me dis qui va, chez nous, éclairer les politiques publiques, qui va dire à ces dirigeants-là qui sont censés mettre des politiques en route pour résoudre des questions bien précises. Et ça ne commence pas par nous. Quand vous prenez la science politique, la réflexion sur les politiques publiques a commencé aux États-Unis dans les années 1900. Et c'était mené par des chercheurs qui appartenaient à des partis politiques. Mais avec un risque aussi qu'ils soient un peu décrédibilisés. Justement. La crédibilisation, moi, c'est ce qu'on va proposer qui va être soit crédible, pas crédible, mais pas la stature. Moi, je me dis, à la CAR, qu'est-ce qui m'a amené à accepter ça? J'ai dit, quand j'ai rencontré Cheikh Boukadri Traoré, je lui ai dit, voici moi, avec d'autres camarades, nous avons envie d'apporter nos propres solutions, des solutions maliennes à nos questions. Et pourquoi vous n'apportez pas ces solutions, par exemple, à travers des ouvrages, tout simplement? À travers des ouvrages, on peut le faire. Disponibles pour toutes les formations politiques. Justement, cela est possible. Il y a d'autres qui le font. Il y a d'autres qui le font. Je ne suis pas le premier au Mali à réfléchir sur des questions politiques. Il y a d'autres qui le font. Mais moi, j'ai choisi de ne pas être seulement un scientifique, chercher dans mon coin et produire. Non, je me sens concerné par ce qui se passe dans le quotidien. Quand on élabore une politique publique de lutte contre la pauvreté au Mali, moi, je regarde cette politique-là. Je me dis, quelle est la légitimité de cette politique? Quelle est la logique de conception de cette politique-là? Je prends l'exemple de la pauvreté, mais ça s'applique à tous les autres aspects de la vie au Mali. Je me dis, est-ce que eux, les acteurs censés, qui doivent mettre en pratique, qui doivent imaginer ça, quelle est la réalité de ces acteurs-là? Mais est-ce que, par exemple, les solutions que vous préconisez, vous êtes allé les proposer à l'actuel gouvernement malien? Ah non, on vient de commencer. Moi, je suis pas non plus je viens juste de commencer. Je suis apprenti chercheur en réalité. Non, mais moi, je compte, je dis, je l'apporte. Non seulement les idéologies défendues par la CAR m'intéressent, tombent dans mes problématiques personnelles. Donc, pourquoi ne pas s'engager comme ça? Alors, toute réflexion faite, avant de donner la parole à Lucien, qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant qu'éminence grise maintenant de la CAR? Qu'est-ce que vous préconisez pour changer la société malienne? Ce qu'on préconise d'abord, c'est ce qu'on a dit à la CAR, et c'est ce que la CAR essaye de faire. On dit, très bien, ça fait 50 ans que nous sommes indépendants. Quelle est la réalité de nos politiques depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui? Quelles sont nos propres politiques pratiques? Quel est l'impact de notre histoire, de notre société sur la politique? Vous posez beaucoup de questions, mais finalement, vous n'y répondez pas. Très peu de réponses. Justement, mais vous devez savoir que quand une de ces seules questions-là mérite des études, des enquêtes, beaucoup plus approfondir ces choses-là. Mais au moins, nous avons le mérite de poser ces questions-là. Alors, Lucien, vous avez peut-être une question à poser à Oui, j'ai une question. Monsieur Ouellet, il y a un auteur, Max Weber, qui a écrit un ouvrage sur le savant et le politique, dans lequel il pose la problématique de l'éthique de conviction et de responsabilité. Vous situez où le pouvoir malien, ou l'homme malien qui posséderait le pouvoir, entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité? Vous le mettez où? Je le mets nulle part dans ces deux-là. Moi, je pars de la conviction qu'on ne peut pas détacher. Ce qui m'a amené à choisir cette voie-là, c'est quoi? C'est que j'ai constaté que nous, en matière politique, économique et autres, nous nous contentons de copier ce que les autres ont fait. Nous avons délaissé nos propres pratiques politiques. L'Afrique précoloniale, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, il a existé beaucoup de grands empires qui ont quand même eu des savoirs, nous ont légué des savoirs et des savoir-faire. Comment,
récupérer ces savoir-faire-là, les analyser, les mettre en perspective avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire les adapter à la population malienne. Parce que quand vous prenez la démocratie, on sait très bien que la démocratie, comme on nous l'a vendu, c'est un régime de lettrés, les textes, les lois. Mais où est-ce que vous mettez la responsabilité de nous-mêmes, Africains, dedans? Ben, la responsabilité de nous-mêmes Africains, c'est quoi? C'est qu'on s'est toujours mis dans des logiques qui ne nous appartiennent pas. Quand on me demande de choisir, de rentrer dans la logique weberienne exactement, moi je refuse d'y entrer. Je dis il y a une autre voie. Il y a une voie africaine, mais seulement il faut aller la chercher. Il faut aller comprendre comment, par exemple, l'Empire du Mali a été dirigé. Ce vaste espace-là a été dirigé où il y avait un système politique, où il y avait un système judiciaire, où il y avait des impôts et tout. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a organisé, oui. Voilà, une société organisée. Mais aujourd'hui, dans la nomenclature de la République du Mali, est-ce qu'on retrouve cela? Qu'est-ce qu'on en a fait de ces héritages-là? C'est pour cela que Lucien veut réagir. Monsieur Ouellet, bon, dernière question. Oui, dernière question. Cela n'empêche pas de faire la synthèse entre ce que dit Weber et justement cette tradition orale et écrite justement du peuple malien. Oui. Le problème, vous semblez évacuer d'une main l'éthique de responsabilité, mais dans l'oralité malienne, dans la tradition malienne, il y avait aussi de la responsabilité. Justement, alors le problème c'est comment on fait la synthèse entre la modernité weberienne et la tradition malienne. Donc là, vous vous rejoignez tous les deux. Voilà, oui, tout à fait. C'est un débat qui va se poursuivre.